Il y a des décisions qui, sur le moment, semblent pratiques, sensées et même affectueuses. Elles sont prises avec le cœur, animées par de bonnes intentions et l'espoir d'une union. Mais le temps, avec son impatience implacable, montre que certains de ces choix sèment en silence les graines de futurs conflits. Vivre chez sa belle-fille ou son gendre est l'une de ces décisions. Peu importe que la motivation initiale ait été noble, économiser de l'argent, être plus proche de ses petits-enfants, bénéficier de soins à un âge avancé ou simplement éviter la solitude. La vérité est que la vie réelle n'est pas seulement guidée par les intentions, elle est façonnée par des dynamiques invisibles qui émergent de la cohabitation quotidienne et que nous ne pouvons pas toujours contrôler. Dans notre jeunesse, nous sommes plus tolérants. Nous acceptons de partager notre espace en croyant que l'amour, le respect et l'affection familiale suffiront à maintenir l'harmonie. Mais la vieillesse, avec ses besoins plus délicats, exige un équilibre beaucoup plus fragile. De petites habitudes différentes, des commentaires qui semblent innocents ou de simples divergences sur la routine domestique peuvent devenir des sources constantes de tension. Et ce qui commence comme un arrangement temporaire et confortable peut, avec le temps, devenir un fardeau émotionnel difficile à porter. La maison d'un couple est comme un organisme vivant. Elle a ses propres règles tacites, des priorités bien définies et une hiérarchie émotionnelle qui organise la vie sous ce toit. Lorsqu'une tierce personne, même s'il s'agit du père ou de la mère, entre dans cet espace, c'est inévitable. L'équilibre change. Et lorsque cet équilibre change, tout le monde doit s'adapter. Mais souvent, cette adaptation n'est pas naturelle, elle est forcée. La relation peut-elle résister à cela? Oui, elle le peut, mais le prix à payer peut être élevé. La perte de son autonomie, l'épuisement émotionnel et même la détérioration de liens familiaux autrefois solides. Ce que peu de gens réalisent, c'est que dans une cohabitation intense, la liberté de chacun doit être négociée chaque jour. Et lorsque cette négociation implique différentes générations, avec différentes façons de voir le monde, le risque de frustration est grand. La liberté d'agir à son propre rythme, d'organiser sa maison comme on le souhaite, ou de prendre des décisions sans avoir à justifier chaque geste, commence à s'estomper. Cette vidéo n'est ni un jugement, ni une attaque contre l'idée de vivre près de ses enfants. Il s'agit d'une mise en garde basée sur l'observation de générations entières et sur le témoignage réel de personnes qui ont vécu cette expérience et l'ont regretté. Si vous envisagez d'emménager avec votre belle-fille ou votre gendre, ou si cette possibilité est déjà présente dans votre vie, respirez profondément et réfléchissez à ce dont nous allons parler. C'est peut-être ce conseil qui vous évitera des années de malaise et préservera ce qui compte le plus, le respect, la paix et l'amour familial. Car aimer, c'est aussi savoir jusqu'où l'on peut aller, et surtout, savoir où s'arrêter. Lorsque vous emménagez chez quelqu'un d'autre, même chez votre propre fils ou fille, vous perdez une partie du contrôle sur votre vie. Les petites décisions, l'heure du petit déjeuner, le type de nourriture que vous achetez, la disposition des meubles, l'utilisation de la télévision, la manière de recevoir les invités, ne vous appartiennent plus. Et ce n'est pas parce que quelqu'un veut délibérément vous priver de votre pouvoir de décision, c'est parce que cette maison a déjà son propre fonctionnement, un ensemble de règles tacites façonnées par le couple qui y vit et qui, inévitablement, se superposent aux vôtres. Dans la pratique, cela signifie faire des concessions. Au début, celles-ci semblent minimes et même justifiables. Vous vous dites « je ne vais pas faire toute une histoire pour ça » ou « ce n'est qu'un détail, ça ne vaut pas la peine de discuter ». Mais ces petits ajustements répétés tous les jours s'accumulent, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, vous ne vivez plus à votre rythme. C'est la fin de la liberté de vous réveiller et de préparer votre café quand vous le souhaitez, d'allumer la télévision au volume qui vous plaît, d'écouter de la musique sans vous soucier de déranger, de cuisiner votre plat préféré sans avoir à demander la permission d'utiliser certains ingrédients ou ustensiles. Et le plus douloureux, c'est qu'avec le temps, vous commencez à vous surveiller dans tout, dans votre façon de parler, dans l'espace que vous occupez, dans ce que vous laissez ou non sur la table. Vous commencez à mesurer vos gestes et vos mots pour ne pas empiéter sur des territoires qui, au fond, ne sont pas les vôtres. Beaucoup de personnes âgées s'habituent à cette situation en se disant « je ne veux pas déranger ». C'est une pensée compréhensible, souvent motivée par le désir de maintenir l'harmonie et d'éviter les conflits. Mais en renonçant à cette autonomie, on laisse également place à un sentiment silencieux et insidieux, l'impression de ne plus avoir de chez soi.
Et cela porte un coup profond à l'estime de soi, car un chez-soi n'est pas seulement des murs et des meubles. C'est le territoire où vous êtes souverain, où chaque objet est à sa place parce que vous l'avez choisi, où le silence ou le bruit ont leur propre rythme, où même l'odeur de la nourriture porte votre signature. Lorsque cet espace est perdu, une partie importante de l'identité est également perdue. L'autonomie est plus que la liberté physique. C'est la possibilité de décider de sa propre vie sans avoir à demander la permission. C'est ouvrir la porte du réfrigérateur quand on veut, sans avoir l'impression d'empiéter sur le territoire de quelqu'un d'autre. C'est pouvoir laisser un livre ouvert sur la table et le retrouver exactement là où on l'a laissé. C'est ne pas avoir à expliquer pourquoi on préfère une marque de lessive ou pourquoi on aime dormir la fenêtre ouverte. Le problème, c'est qu'avec le temps, l'absence de cette autonomie ne provoque pas seulement un inconfort, mais aussi une forme subtile de dépendance. Vous commencez à attendre l'approbation pour des choses simples, et cela sape peu à peu votre confiance en vous. Ce qui était auparavant spontané devient calculé. Et lorsque la spontanéité disparaît, la vie perd une partie de sa joie. Beaucoup de parents, lorsqu'ils s'engagent dans ce type de cohabitation, ne se rendent pas compte qu'ils renoncent à un bien précieux. Ils croient qu'il s'agit d'un sacrifice temporaire, d'un geste d'amour ou d'une nécessité pratique. Mais le temporaire, lorsqu'il n'est pas clairement défini, a tendance à devenir permanent. Et chaque jour qui passe, il devient plus difficile de reprendre le contrôle, car les nouvelles règles sont déjà bien ancrées. Préserver son autonomie dans la vieillesse n'est pas une question de fierté vaine, c'est une question de santé émotionnelle. Avoir son espace, aussi petit soit-il, garantit que vous restez le protagoniste de votre propre histoire. Lorsque cela est perdu, la personne peut continuer à être physiquement présente, mais intérieurement elle commence à se sentir comme un visiteur permanent dans sa propre vie. C'est pourquoi, avant d'accepter de vivre chez votre belle-fille ou votre gendre, il est essentiel de réfléchir à cette question. Quelle part de votre liberté êtes-vous prêt à abandonner? Et, plus important encore, quelle part de cette liberté pourrez-vous récupérer par la suite? Il est souvent préférable d'avoir un espace petit et modeste, mais qui vous appartient, plutôt que de vivre dans un endroit plus grand et plus confortable où les décisions ne vous appartiennent pas. Car la véritable qualité de vie dans la vieillesse ne réside pas seulement dans le confort physique, mais dans la possibilité de rester maître de son propre destin. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Chaque maison a sa propre culture. C'est comme un petit pays avec ses propres lois, ses rituels et ses traditions. Il existe des horaires qui sont presque sacrés, des règles de propreté que personne n'a besoin d'écrire, des façons de parler qui indiquent l'affection ou l'irritation, et même une compréhension tacite de ce qui est considéré comme poli ou inacceptable. Lorsque cette culture domestique en rencontre une autre, même au sein d'une même famille, le choc est inévitable. Pour vous, il peut être naturel de laisser la porte de votre chambre ouverte pendant que vous rangez vos vêtements, sans penser que cela soit intrusif. Pour votre belle-fille, cependant, cela peut être interprété comme une atteinte à la vie privée. Peut-être a-t-elle l'habitude de dîner plus tard, afin de pouvoir discuter avec son mari une fois que les enfants sont couchés. Pour vous, qui avez grandi en dînant tôt et en vous couchant à des heures régulières, cette routine peut être physiquement épuisante. Ce sont des détails qui, pris isolément, semblent insignifiants, mais qui, répétés jour après jour, deviennent des sources de gêne persistantes. Le problème est que ces conflits sont rarement abordés ouvertement. Au lieu de cela, ils restent dans le domaine des sous-entendus, des silences lourds ou des regards qui en disent plus long que les mots. C'est ce bonjour plus froid que d'habitude, l'assiette posée sur la table avec un peu plus de force, ou la porte fermée à un moment inopportun. Ces gestes, additionnés, créent un climat de tension constante, même si personne n'ose l'admettre. Ce malaise silencieux a un effet corrosif. Vous commencez à surveiller chacun de vos gestes, à peser vos mots pour ne pas déplaire. En même temps, l'autre partie se sent également envahie ou gênée, mais évite de parler pour ne pas créer une situation embarrassante. Il en résulte une cohabitation où tout le monde semble marcher sur des œufs. Dans notre jeunesse, nous avons plus de souffle pour faire face à ces adaptations. Nous changeons nos horaires, ajustons nos habitudes, essayons de nouvelles façons de faire les choses, le tout avec une certaine souplesse. Mais avec l'âge, la capacité d'adaptation diminue. Ce n'est pas seulement une question physique, mais aussi psychologique. Nos habitudes font partie de notre identité, et tout changement brusque perturbe notre sentiment de stabilité et de confort.
La maison de la belle-fille ou du gendre exige exactement le contraire de ce que nous voulons naturellement à cette étape de la vie. Ce n'est pas leur monde qui s'adapte à vous, mais vous qui devez vous adapter à leur monde. Cela signifie souvent renoncer à des pratiques qui vous apportent sécurité et bien-être pour adopter des routines qui ne correspondent pas à votre rythme naturel. Il y a également un aspect plus profond, les valeurs. La manière dont une famille éduque ses enfants, répartit les tâches, organise ses finances ou reçoit les visiteurs est liée à ses propres croyances et expériences. Lorsque vous vivez dans cet environnement, vous entrez en contact avec des valeurs qui peuvent être différentes, voire opposées aux vôtres. Peut-être que, selon vous, le déjeuner du dimanche est un moment obligatoire de réunion familiale. Pour eux, le dimanche est un jour de repos individuel. Peut-être que pour vous, il est essentiel de toujours garder une cuisine impeccable. Pour eux, l'accent est mis sur la praticité et non sur l'apparence. Aucun des deux camps n'a raison ou tort. Ce sont simplement des façons différentes de voir la vie. Mais lorsque ces visions coexistent dans le même espace, la cohabitation peut devenir un terrain propice à des micro-tensions constantes. Avec le temps, ce choc des routines et des valeurs peut générer deux sentiments dangereux, celui de l'inadéquation et celui de la résistance. Le premier apparaît lorsque vous vous sentez toujours hors de votre élément, comme si vous commettiez constamment de petites erreurs de savoir-vivre domestique. Le second apparaît lorsque, fatigué de vous adapter, vous commencez à insister sur vos habitudes comme moyen de préserver votre identité. Ces deux sentiments sont épuisants et, s'ils ne sont pas traités, peuvent créer des murs invisibles au sein même de votre foyer. C'est pourquoi, avant d'accepter de vivre sous le toit de votre belle-fille ou de votre gendre, vous devez comprendre que le défi ne sera pas seulement physique ou logistique, mais aussi culturel. D'une certaine manière, vous déménagez dans un pays avec des règles différentes. Et comme tout étranger, vous devrez apprendre à vivre avec ces lois, ou supporter les conséquences de leur non-respect. En fin de compte, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le confort ou la commodité, mais la préservation de la paix familiale et de votre propre sérénité. Et si l'adaptation exige de renoncer à trop de valeurs et de routines qui vous apportent un équilibre, le prix à payer sera peut-être trop élevé. Quand on vit ensemble, il est naturel de vouloir aider. C'est presque un instinct. S'occuper des petits-enfants, ranger la cuisine, faire la vaisselle, faire les courses, préparer un repas spécial. Vous pensez alléger la charge de travail du couple, offrir votre affection et votre soutien par des gestes pratiques. Pour beaucoup de parents, c'est une façon de rendre l'accueil qui leur a été réservé, de montrer qu'ils ne sont pas seulement des invités, mais qu'ils font partie intégrante du foyer. Cependant, la réalité de la cohabitation est plus délicate qu'il n'y paraît. Dans de nombreuses familles, cette aide bien intentionnée peut être interprétée autrement, comme une intrusion, une ingérence, une simple remarque sur l'éducation des petits-enfants, qui n'est pour vous qu'une observation, peut être perçue comme une critique voilée. Une suggestion sur l'organisation de la maison, qui dans votre esprit est un conseil utile, peut être interprétée comme une réprobation des choix de votre belle-fille ou de votre gendre. La frontière entre aider et s'immiscer est extrêmement ténue et presque toujours invisible. Il n'existe pas de manuel qui indique où s'arrête la bonne intention et où commence l'intrusion. Chaque famille a une sensibilité différente, et souvent ce que vous considérez comme normal est perçu par eux comme excessif. Ce qui rend cette situation encore plus délicate, c'est qu'avec le temps, les gestes d'aide ne sont plus accueillis avec la même gratitude qu'au début. Au début, tout le monde vous remercie. C'est gentil d'avoir fait la vaisselle. Merci d'être allé chercher les enfants à l'école. Mais après un certain temps, ce qui était considéré comme une faveur commence à être interprété comme faisant partie de vos obligations. C'est à ce moment-là qu'un changement silencieux mais dangereux se produit. La gratitude disparaît et laisse place à l'exigence. Si auparavant vous aidiez de votre propre initiative, on attend désormais de vous que vous le fassiez systématiquement. Si un jour vous décidez de ne pas cuisiner parce que vous êtes fatigué ou que vous préférez ne pas ranger le salon, vous risquez d'entendre une remarque désobligeante « Hein, tu ne le fais pas aujourd'hui ?» Et il y a quelque chose d'encore plus injuste dans cette dynamique. Lorsque vous essayez de prendre du recul, que ce soit pour vous reposer ou pour préserver votre espace, vous pouvez être accusé de ne pas contribuer suffisamment. Ce qui était un geste volontaire venant du cœur devient un devoir imposé, et cela change complètement la façon dont vous vous sentez dans ce foyer. Le poids émotionnel de ce processus est lourd. Aider,
quand cela vient d'une volonté sincère, apporte de la satisfaction et renforce les liens. Mais aider par obligation pour éviter les critiques ou les plaintes génère de l'usure et du ressentiment. Vous commencez à vous demander si vous êtes là par choix ou par nécessité, et si vous êtes vraiment apprécié pour ce que vous faites. Un autre point critique est que, dans votre volonté d'être utile, vous pouvez finir par remplacer votre belle-fille ou votre gendre dans certaines tâches, ce qui peut heurter leur fierté. Par exemple, si vous rangez constamment la cuisine d'une manière différente de celle qu'ils préfèrent, vous pouvez donner l'impression de leur dire indirectement que leur façon de faire est mauvaise. Même si ce n'est pas votre intention, le message peut être interprété ainsi. L'équilibre exige donc un haut niveau de conscience de soi et de sensibilité. Avant d'agir, il faut se demander « est-ce que j'aide ou est-ce que je m'immisce ?» Et souvent, la meilleure aide est celle qui n'est offerte que lorsqu'elle est demandée. Cela ne signifie pas devenir passif ou distant, mais respecter l'espace et le rythme de la maison. Il faut doser l'attention pour qu'elle ne devienne pas envahissante, et la volonté de collaborer doit s'accompagner de la conscience que le foyer a une dynamique qui ne vous appartient pas. Il existe également un facteur psychologique important, le sentiment d'utilité. Dans la vieillesse, contribuer au bien-être de la famille est un moyen de se sentir nécessaire et connecté. Mais ce besoin de se sentir utile peut, sans s'en rendre compte, conduire à une surcharge et à une intrusion. C'est là que le respect des limites devient fondamental. En fin de compte, vivre sur cette fine ligne entre aide et ingérence est un défi constant. Cela demande de la patience, du dialogue, et souvent la capacité d'accepter que toutes les bonnes intentions ne seront pas bien interprétées. Parfois, aimer signifie aussi se retenir, prendre du recul et permettre à chacun de jouer son rôle au sein du foyer. Car une cohabitation harmonieuse ne dépend pas seulement de l'aide que vous apportez, mais aussi de la façon dont cette aide est perçue. Et dans de nombreux cas, la meilleure façon de préserver le respect est de se rappeler que vous n'êtes pas chez vous et que la véritable contribution peut justement consister à savoir quand s'arrêter. La cohabitation quotidienne place le fils dans une position que peu de gens peuvent supporter longtemps, celle d'équilibrer à la fois son rôle de mari et celui de fils. C'est comme essayer de marcher sur une corde raide, avec deux mondes qui exigent loyauté et attention. Car inévitablement, lorsque des conflits surgissent, et ils surgissent toujours, il se voit contraint de prendre parti. La décision de soutenir sa propre femme, la plupart du temps, ne naît pas d'une comparaison entre deux amours. Ce n'est pas qu'il aime moins sa mère ou qu'il ait oublié tout ce qu'elle a fait pour lui. C'est une question de survie au sein du mariage. Défendre sa partenaire est souvent le seul moyen d'éviter que la relation conjugale ne se déstabilise. Et pour un homme engagé, maintenir l'harmonie au sein de son foyer devient une priorité immédiate. Cette position, bien que compréhensible, peut créer de profondes blessures dans la relation mère-fils ou père-fils. Ce qui était auparavant un lien d'affection, de confiance et de soutien mutuel devient un champ de mine. Chaque mot doit être pesé, chaque geste doit être calculé. La conversation qui coulait naturellement auparavant se transforme en un dialogue tendu, où la peur d'être mal interprétée est toujours présente. Au quotidien, cela se traduit par une distance émotionnelle. L'enfant commence à éviter certains sujets afin de ne pas créer de tension entre sa mère et son épouse. Il se confie moins, limite les conversations et, dans certains cas, s'éloigne même physiquement pour maintenir la paix à la maison. Cet éloignement n'est pas nécessairement un choix conscient, mais plutôt une adaptation pour survivre. Pour le père ou la mère qui vit dans la maison, cette distance est douloureuse et déroutante. Après tout, l'idée de vivre ensemble était justement de resserrer les liens, d'être plus présent, de participer davantage à la vie de son enfant. Au lieu de cela, on a le sentiment de perdre son enfant au profit d'une relation de protection du mariage. Et dans ce processus, les blessures commencent à s'accumuler silencieusement. Le pire, c'est que ces conflits ne sont pas toujours directs ou explicites. Souvent, ils se manifestent de manière passive-agressive. Un silence prolongé, une remarque ironique, une invitation qui n'est pas faite. De petits gestes qui, mis bout à bout, érodent le lien jusqu'à le rendre presque méconnaissable. Il y a également un aspect émotionnel délicat. L'enfant peut commencer à se sentir coupable de ne pas pouvoir satisfaire les deux parties. Il sait que sa mère ou son père aimerait avoir plus de soutien, mais il estime qu'il doit donner la priorité à sa propre famille conjugale. Cette culpabilité peut se transformer en irritation
et l'irritation en éloignement. C'est un cercle vicieux qui alimente la distance et qui, sans intervention, est difficile à inverser. Pour les parents, le grand défi est de comprendre que lorsqu'un enfant se marie, son alliance principale devient celle avec son conjoint. Cela ne signifie pas qu'il a cessé d'aimer ou d'apprécier sa famille d'origine, mais que la dynamique a changé. Vivre sous le même toit après ce changement exige un très haut degré de maturité émotionnelle, et tout le monde n'y est pas toujours préparé. Lorsque cette compréhension fait défaut, chaque désaccord domestique peut être interprété comme une trahison ou une déloyauté. Si la femme préfère une certaine heure pour le dîner et que le fils est d'accord, la mère peut avoir l'impression qu'il a choisi son camp. Si une remarque est faite sur la façon dont les choses devraient être organisées et que le fils demande de respecter la décision de sa femme, cela peut être perçu comme de l'ingratitude. Il en résulte une situation où personne n'est gagnant. La mère ou le père se sent rejeté et déplacé. L'enfant se sent surchargé et divisé. La femme ou le mari se sent envahi ou remis en question. Et la maison, qui devrait être un refuge, devient un environnement où tout le monde marche sur des œufs. Dans ce contexte, préserver la relation avec son enfant implique de reconnaître que la proximité physique n'est pas nécessairement synonyme de proximité émotionnelle. Dans certains cas, garder une certaine distance est justement ce qui permet d'éviter que le lien ne s'use. Être proche peut signifier être à quelques minutes de distance, rendre visite régulièrement, tout en conservant l'indépendance nécessaire pour que chaque relation reste saine. La vérité est que l'amour d'un enfant ne se mesure pas au nombre d'heures que vous passez ensemble dans la même maison, mais à la qualité des moments que vous partagez. Et si la cohabitation quotidienne menace de transformer l'amour en ressentiment, il est peut-être temps de repenser l'arrangement, car le lien qui vous unit est trop précieux pour être sacrifié au nom d'une proximité qui coûte trop cher. Vivre chez sa belle-fille ou son gendre peut, petit à petit, créer une dépendance affective silencieuse, mais dangereuse. C'est un processus si graduel que souvent, on ne s'en rend compte que lorsqu'on y est déjà complètement immergé. Au début, tout semble naturel. Vous appréciez la compagnie, vous participez aux conversations, vous vous sentez intégré à la routine familiale, mais sans s'en rendre compte, on commence à mesurer son humeur à la façon dont on est traité, au ton des conversations, à l'attention qu'on reçoit. Si un jour ils sont enthousiastes et communicatifs, on se sent accueilli et apprécié. Mais si un autre jour ils sont occupés, distraits ou simplement fatigués, on peut ressentir un sentiment d'abandon, voire de rejet. C'est comme si votre bien-être émotionnel dépendait de leur état d'esprit, ce qui crée un lien de fragilité et de vulnérabilité. Dans la vieillesse, cultiver l'indépendance émotionnelle est aussi important que de rester en bonne santé physique. Tout comme les muscles ont besoin d'exercice pour ne pas s'affaiblir, l'autonomie émotionnelle a besoin d'habitude et de structure pour se maintenir. Cela signifie avoir une vie qui ne tourne pas exclusivement autour de la présence ou de l'approbation d'une seule famille. Avoir des amis, avoir ses propres activités, conserver des loisirs, sortir de chez soi pour interagir avec d'autres personnes et surtout avoir un espace à soi, même petit, sont les piliers de cette indépendance. Le risque de perdre ses bases en vivant dans la maison d'une autre famille est réel. Avec le temps, le cercle social a tendance à se restreindre à l'environnement domestique. Vous ne participez plus qu'aux conversations et aux activités qui s'y déroulent, et les occasions d'interaction avec l'extérieur diminuent. Cette réduction ne semble pas problématique au début, mais elle crée une sorte d'isolement déguisé. Vous êtes entouré de personnes, mais vous dépendez presque exclusivement d'elles pour toute interaction significative. Ce type de dépendance est dangereux car il vous prive du contrôle de votre propre état émotionnel. Lorsque votre bonheur dépend de l'humeur ou de la disponibilité des autres, vous êtes vulnérable à des changements que vous ne pouvez pas contrôler. Un voyage en famille, une période de travail intense, un problème personnel auquel ils sont confrontés, n'importe laquelle de ces situations peut affecter directement votre bien-être, même si cela n'a rien à voir avec vous. De plus, la dépendance émotionnelle peut modifier votre position au sein de votre foyer. Par crainte de perdre l'attention ou l'affection de vos proches, vous évitez souvent de dire ce que vous pensez vraiment, vous ravalez votre mécontentement ou vous acceptez des situations qui ne vous font pas du bien. Vous commencez à vous modeler pour plaire, dans l'espoir de maintenir l'harmonie. Mais ce faisant, vous affaiblissez votre propre identité. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas froideur ou distance. Au contraire, elle vous permet d'avoir des relations plus libres et plus authentiques.
Lorsque vous conservez votre propre vie, vos amis et vos activités, vous pouvez offrir à votre famille des moments de compagnie sincères et pas seulement une présence qui est là par nécessité. Cela contribue également à réduire la pression sur la relation, car vos proches ne ressentent pas le besoin de combler tous vos besoins émotionnels. La perte de cette indépendance est d'autant plus difficile à inverser que plus le temps passe dans cet état de dépendance, plus il devient difficile de reconstruire des liens extérieurs et de reprendre des activités. C'est comme un muscle qui n'a pas été utilisé pendant longtemps. Pour le récupérer, il faut des efforts et de la discipline, et le processus peut être inconfortable au début. C'est pourquoi, même si vivre chez sa belle-fille ou son gendre est inévitable pendant un certain temps, il est essentiel de mettre en place des stratégies pour préserver son autonomie émotionnelle. Cela peut signifier sortir se promener seul, participer à des groupes de socialisation, rester en contact régulier avec des amis, s'investir dans un passe-temps qui peut être pratiqué sans dépendre de la maison. De petits gestes, lorsqu'ils sont constants, forment un réseau de soutien qui évite que toute votre vie émotionnelle ne dépende d'un seul noyau familial. Au fond, l'indépendance émotionnelle est un acte d'amour-propre. C'est comprendre que vous pouvez aimer profondément votre famille tout en ayant besoin d'espaces qui vous sont propres. C'est vous protéger contre la fragilité qui consiste à dépendre de l'humeur ou de l'approbation des autres pour vous sentir bien. Car lorsque cette indépendance est présente, même les moments de solitude deviennent plus légers et votre présence dans leur vie devient un choix et non une nécessité. Au début, l'atmosphère est généralement empreinte de gratitude et d'affection. Vous vous sentez accueilli parce que vous avez un endroit où rester, que vous êtes plus proche de votre famille et que vous pouvez participer à la vie quotidienne. Eux, en retour, se sentent réconfortés par votre présence, que ce soit par le soutien que vous leur apportez ou par le renforcement des liens familiaux. Ce début est marqué par de bonnes intentions, des sourires faciles et des promesses tacites d'harmonie. Mais la cohabitation quotidienne a le pouvoir subtil de changer les sentiments au fil du temps. De petites insatisfactions, qui sont au début ignorées ou minimisées, commencent à apparaître. Une remarque que vous considérez comme innocente peut être interprétée comme une critique. Une habitude que vous tolérez commence peu à peu à vous déranger. Une décision qui n'est pas discutée avec vous, mais qui affecte votre routine, peut générer de la frustration. Si ces petites fissures émotionnelles ne sont pas traitées, elles se transforment en quelque chose de plus grave. Le ressentiment. Il est comme une moisissure silencieuse. Il commence caché, presque imperceptible, mais se propage rapidement, rongeant le respect et la bonne volonté qui existaient au début. Et le plus dangereux, c'est que souvent, personne ne remarque quand il commence à se former. Le ressentiment peut venir des deux côtés. De votre côté, il apparaît lorsque vous vous sentez dévalorisé, ou que l'aide que vous apportez n'est pas reconnue. Il peut naître d'un malaise lié au manque d'intimité, du sentiment d'être toujours en train de s'adapter, ou de l'impression que vos opinions n'ont pas de poids dans les décisions du foyer. De petits gestes qui passaient auparavant inaperçus, comme ne pas être consulté pour un dîner spécial ou ne pas recevoir un simple merci, commencent à prendre une plus grande importance, jusqu'à devenir des blessures émotionnelles. De leur côté, le ressentiment peut provenir de la perception que votre présence limite la liberté dans la maison. Ils peuvent avoir l'impression de devoir peser leurs mots devant vous, de modifier leur routine pour s'adapter à vos horaires ou d'éviter certaines activités pour ne pas vous laisser seul. Avec le temps, ce sentiment d'adaptation constante peut peser, surtout s'il n'est pas accompagné de discussions franches et d'accords clairs. Le plus destructeur dans le ressentiment, c'est qu'il s'exprime rarement de manière directe. Il se manifeste par des silences prolongés, des réponses laconiques, des invitations qui ne sont plus lancées, des regards qui en disent plus long que les mots. Ces signes minent l'atmosphère de la maison, jusqu'à ce que la présence, autrefois célébrée, commence à être tolérée avec effort. Une autre caractéristique dangereuse du ressentiment est la mémoire cumulative. Il garde chaque petit épisode comme s'il s'agissait d'une preuve de quelque chose de plus grand. Une discussion sur qui fait la vaisselle ne concerne pas seulement la vaisselle, mais toutes les fois où vous vous êtes senti irrespecté, ou toutes les fois où ils ont eu l'impression de devoir renoncer à quelque chose à cause de vous. Ainsi, le moindre petit désaccord peut prendre des proportions démesurées, car il porte le poids de nombreuses insatisfactions antérieures. Empêcher la gratitude de se transformer en ressentiment exige une attention constante. Cela passe par des conversations ouvertes,
même si elles sont inconfortables, afin d'aligner les attentes et de clarifier les malentendus avant qu'ils ne s'amplifient. Cela nécessite également de reconnaître que, dans une cohabitation prolongée, des ajustements sont inévitables et que ces ajustements doivent être faits de manière équilibrée, sans qu'un seul côté ne porte le poids des changements. Les petites marques de reconnaissance sont un antidote puissant. Un simple « merci » ou un geste attentionné peut faire disparaître les prémices d'un ressentiment. Reconnaître les efforts de l'autre, aussi minimes soient-ils, renforce l'idée que sa présence est appréciée et non simplement tolérée. Il est également essentiel de préserver l'espace individuel. Plus chacun peut conserver une part d'autonomie dans la vie commune, moins il aura l'impression de perdre quelque chose au profit de l'autre. Cela vaut autant pour vous que pour eux. Tout le monde a besoin de moments et d'activités qui ne dépendent pas de la présence ou de l'approbation mutuelle. En fin de compte, le ressentiment est un signe silencieux que quelque chose doit changer. Il indique que les limites sont testées, que l'équilibre de la cohabitation est menacé. S'il est ignoré, il ronge le lien et laisse des traces qui peuvent durer des années. Mais s'il est perçu et traité à temps, il peut être transformé en apprentissage et en un ajustement sain de la relation. Car, en fin de compte, la gratitude qui demeure n'est pas celle qui repose sur la faveur de vivre ensemble, mais sur la certitude que la cohabitation, même avec ses défis, respecte l'espace, la dignité et la valeur de chaque personne. Il n'est pas toujours possible, ni souhaitable, de vivre complètement seul. La vie, avec ses changements et ses imprévus, peut nous obliger à rechercher des solutions qui concilient la proximité familiale et la préservation de l'autonomie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives intelligentes qui permettent de maintenir le lien affectif sans renoncer à la liberté. Une première option consiste à louer un petit espace près de la maison familiale. Il peut s'agir d'un appartement modeste, d'une maison simple de plein pied ou même d'un studio. L'essentiel est de choisir un emplacement stratégique, suffisamment proche pour être présent lors des moments importants, mais suffisamment éloigné pour avoir son propre espace. Cette configuration offre le meilleur des deux mondes. Vous conservez votre routine et votre intimité, tout en pouvant rendre visite à votre famille, l'aider et participer à sa vie quand vous le souhaitez, sans les inconvénients de la cohabitation quotidienne sous le même toit. Une autre alternative viable consiste à construire une annexe indépendante sur le terrain familial. De nombreuses maisons permettent la construction d'un espace séparé, avec une entrée indépendante, une cuisine et une salle de bain. Ce type d'aménagement permet de rester physiquement proche et facilite l'entraide, tout en garantissant à chaque noyau familial son espace, ses règles et sa dynamique. C'est un investissement qui demande de la planification, mais qui, à long terme, préserve les relations et évite les conflits. Il convient également d'envisager les communautés ou les résidences pour personnes âgées. Bien que, dans certains cas, il existe des préjugés ou une résistance initiale à cette idée, ces lieux se modernisent et offrent des structures qui favorisent la socialisation, la sécurité et l'indépendance. Dans ces communautés, vous conservez votre propre routine, entouré de personnes du même âge, tout en ayant la liberté de recevoir des visites et de passer du temps avec votre famille. De plus, elles réduisent le risque d'isolement social, qui peut survenir lorsque l'on vit dépendant d'un seul noyau familial. Mais au-delà des solutions de logement, il est essentiel de changer la perception de ce que signifie être présent dans la vie de la famille. Beaucoup de gens pensent que la seule façon d'être proche est de vivre ensemble. Cependant, proximité physique et proximité affective ne sont pas synonymes. Vous pouvez avoir un lien fort avec vos enfants et petits-enfants, même si vous vivez dans des maisons séparées. Les visites régulières sont un moyen efficace de maintenir ce lien. Avoir des jours et des heures spécifiques pour se retrouver crée une attente positive, transforme le moment en quelque chose de spécial et évite que la cohabitation ne devienne banale ou épuisante. C'est différent de recevoir quelqu'un par choix et non par obligation. Le soutien émotionnel est également un pilier de la présence. Être disponible pour écouter, conseiller et partager des expériences est tout aussi important, voire plus, que la présence physique quotidienne. Un coup de fil dans un moment difficile, une conversation sincère autour d'un café l'après-midi ou un simple « comment ça va ?» peuvent renforcer le lien plus que des semaines passées sous le même toit. Les moments planifiés ensemble ont également un poids significatif. Les dîners en famille, les sorties, les petits voyages, les célébrations de dates spéciales, tout cela construit des souvenirs positifs.
Lorsque ces moments sont planifiés, l'énergie est différente. Tout le monde se prépare à en profiter. L'atmosphère est plus légère et il y a moins de risques que les petits désagréments quotidiens gâchent l'expérience. Il est également important d'envisager l'avenir avec réalisme. La santé, la situation financière et même la dynamique familiale peuvent changer de manière inattendue. Avoir des alternatives déjà réfléchies et discutées évite de prendre des décisions hâtives en cas de crise. Discuter ouvertement de ses préférences et de ses limites permet d'aligner les attentes et de réduire le risque de ressentiment. Bien sûr, chaque famille a sa propre réalité financière, géographique et émotionnelle, et toutes les alternatives ne seront pas viables pour tout le monde. Mais l'essentiel est de comprendre qu'il existe toujours des moyens d'équilibrer proximité et indépendance. Il faut éviter de tomber dans le piège qui consiste à croire que pour aimer et être aimé, il faut renoncer à sa propre vie. Garder un espace physique et émotionnel pour soi n'est pas un acte égoïste, mais un acte de préservation. C'est comprendre que les relations saines ont besoin de limites claires et que la cohabitation peut être plus harmonieuse lorsque chacun a sa place. En fin de compte, l'important n'est pas le nombre d'heures que vous passez chaque jour avec votre famille, mais la qualité du temps passé ensemble. Et pour que ce temps soit de qualité, il faut qu'il y ait de la nostalgie, une envie d'être ensemble et un respect de l'espace de l'autre. Car c'est souvent dans une distance équilibrée que l'amour trouve l'espace nécessaire pour grandir. La décision de ne pas vivre chez sa belle-fille ou son gendre n'est pas un signe de rejet, de froideur ou de désintérêt. Au contraire, c'est souvent un geste d'amour intelligent. C'est le choix conscient de préserver le respect, de protéger l'harmonie et d'éviter les tensions qui, une fois installées, peuvent laisser des traces profondes et difficiles à effacer. Garder ses distances, dans ce contexte, ne signifie pas s'éloigner affectivement, mais reconnaître que chaque génération a besoin d'espace pour vivre à sa manière. C'est accepter que votre fils ou votre fille, en formant une nouvelle famille, a construit un foyer avec ses propres règles, des dynamiques différentes et des priorités qui ne coïncident pas nécessairement avec les vôtres, et que pour que ce nouveau foyer fonctionne bien, il a besoin d'autonomie, tout comme votre vie en a besoin. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants n'est pas votre présence constante, mais votre indépendance. Lorsque vous gardez le contrôle de votre vie, de votre espace et de vos choix, vous leur montrez que vieillir n'est pas synonyme de dépendance absolue. Cette attitude inspire et transmet la sécurité, car ils savent que vous êtes capable de prendre soin de vous et de prendre des décisions par vous-même. Et en même temps, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire est la tranquillité d'un endroit qui n'appartient qu'à vous, un espace où vous dictez les règles, choisissez le silence ou le bruit, organisez comme vous le souhaitez, recevez qui vous voulez, sans avoir à vous justifier ou à demander la permission. Ce territoire qui vous est propre est plus qu'un simple confort, c'est une identité, une dignité. Lorsque la distance est bien gérée, l'amour ne diminue pas. Au contraire, il grandit, car il n'est plus étouffé par les frictions et la cohabitation forcée. Les visites deviennent des moments de joie et non de tension. Les conversations s'écoulent sans le poids des discussions quotidiennes. Les retrouvailles réveillent la nostalgie, et la nostalgie maintient vivant le désir sincère d'être ensemble. Une cohabitation saine a besoin de limites claires, et en établissant ces limites, vous n'éloignez pas votre famille, vous protégez le lien. Vous choisissez une voie où chacun peut se retrouver de manière légère, sans avoir à adapter chaque minute de sa routine pour s'adapter à l'autre. En fin de compte, aimer, c'est aussi savoir dire non quand c'est nécessaire. C'est avoir le courage de reconnaître que certains choix, bien qu'ils partent d'une bonne intention, peuvent lentement éroder ce que nous voulons le plus préserver, le respect, la confiance et l'affection. Et que parfois, la meilleure façon de prendre soin d'une relation est de veiller à ce que chacun ait son propre espace à appeler chez soi. Car le véritable amour ne se mesure pas en mètres carrés, mais en attention, en soins et en respect mutuel. Et en ce sens, conserver son autonomie est l'une des plus grandes preuves d'amour que vous puissiez offrir, à eux comme à vous-même. Si cette réflexion vous a interpellé, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Prenez soin de vous et à bientôt.